J'ai donc commencé à parler la dernière fois des souvenirs de fonctionnaires de Liu Duanfen et de son autobiographie professionnelle donc, qui couvre sa courte carrière de magistrat. Laquelle carrière s'est, bon, nous l'avons déjà vu, entièrement déroulée au Sichuan, ce qu'indique d'ailleurs le titre de l'ouvrage, Huanyu Qilue. Notez que Liu Duanfen rappelle au début que c'est en 1906 seulement qu'il a commencé sa carrière de vrai fonctionnaire, en quelque sorte, c'est-à-dire de fonctionnaire ayant quitté son pays natal pour aller servir dans une autre province. Et c'est le sens littéral de l'expression Huanyo dans le titre. C'est donc Yo, c'est littéralement voyager, et Huan, c'est fonctionnaire ou occuper des fonctions officielles. Avant cela, donc avant 1906, et depuis 1902, dit-il dans sa préface, Liu Duanfen était déjà dans la fonction publique, en fait, mais c'était avec le poste très modeste de fonctionnaire d'éducation dans une sous-préfecture de sa province natale, du Guizhou, donc sans voyage. Donc il était dans sa province natale, et c'était un poste sans responsabilité administrative. Et en tant que tel, ces postes d'instructeurs confucéens, en quelque sorte, dans les sous-préfectures, échappaient à ce qu'on appelle parfois le principe d'incompatibilité, ou Huebi. Bon, vous verrez ces caractères dans un instant sur la feuille. Huebi signifiant éviter. On parle parfois du principe d'évitement, suivant lequel un fonctionnaire ne pouvait justement pas servir dans sa province d'origine. C'est une règle qui a été suivie très régulièrement depuis l'époque des Han, avec peu d'exceptions. Ceci, bien sûr, afin d'éviter les collusions et le favoritisme entre les administrateurs et la société locale, les élites locales notamment. En 1906, donc, Liu Duanfen reçoit la promotion de rang qui lui permet d'être nommé magistrat, et il reçoit effectivement le titre de magistrat l'année suivante, en 1907, ce qui l'oblige à faire le voyage de Pékin pour recevoir une affectation. Après quoi, il est envoyé au Sichuan, où il arrive donc au début de 1908. Et l'ouvrage commence là. Il y a juste 3 lignes pour expliquer ce que je viens de vous dire. Et puis, ensuite, on démarre directement à Chengdu en 1908. Et la période qui est couverte par ce fragment autobiographique s'étend donc jusqu'à la fin de 1911, lorsque Liu Duanfen abandonne ses fonctions tout de suite après que l'administration impériale du Sichuan a été renversée par les révolutionnaires, si on veut, enfin par une coalition très compliquée, mais ça j'y reviendrai, et que donc Liu Duanfen retourne chez lui au Guizhou pour ne plus jamais exercer d'activité publique. Ces pas tout à fait 4 années au Sichuan se divisent en 3 parties qui correspondent plus ou moins, même assez précisément, aux 3 chapitres de l'ouvrage. D'abord, une année de stage pendant laquelle Liu Duanfen a le rang et le titre d'un magistrat, mais pas les fonctions. Et ce stage, nous avons vu qu'il l'effectue d'abord au bureau judiciaire de la province, au Yanjiu, et ensuite comme responsable d'un centre de rééducation pour prisonniers dont j'ai parlé assez longuement la dernière fois. La seconde partie de l'ouvrage, le 2e chapitre, correspond à la première magistrature de Liu Duanfen, à la tête de la sous-préfecture supérieure de Hanzhou, à partir de septembre 1909, et la 3e correspond donc à sa seconde magistrature à Qintang, qui débute en mars 1911. J'ai eu le temps de parler un peu en détail de ce qu'on a donné à faire à Liu Duanfen pendant l'année et demie, et même un peu plus, qu'il a passé à Chengdu, donc dans la capitale du Sichuan, comme stagiaire, avant d'être enfin nommé dans une sous-préfecture, ce qui l'attendait avec impatience, comme tous ses collègues stagiaires. En fait, on n'a pas tardé à lui confier, ça c'est ce que nous avions vu, à lui confier des responsabilités assez importantes, ce qui suggère qu'il a été très vite remarqué. J'ai évoqué assez longuement la tournée d'inspection dont il a été chargé dans une quinzaine de sous-préfectures le long du Minjiang et du Yangtze, entre Chengdu et Chongqing, les 2 grandes préfectures du Sichuan. Et j'ai mentionné comment, ayant apparemment capté la confiance du gouverneur général, il avait été invité par ce dernier à profiter de cette tournée pour observer discrètement le comportement des magistrats à qui il avait affaire sur son chemin et rendre compte à son retour.
Et puis, il y a donc cet épisode du centre de rééducation pour prisonniers. Le thème dominant dans tout cela, comme on peut s'y attendre, étant donné les années dont nous parlons, le thème dominant, ce sont les transformations drastiques que le gouvernement central tente d'imposer au pays. Les nouvelles politiques, bien sûr, dont j'ai déjà longuement parlé. Et ici, les nouvelles politiques, dans leur phase la plus active, après la publication de principes constitutionnels en août 1908, et cette phase va conduire, paradoxalement et très rapidement, à la chute des Qing et à la disparition pure et simple du système impérial. Pour être plus précis, le thème dominant, c'est la résistance plus ou moins active que rencontrent les projets réformateurs édictés par le gouvernement central et relayés par les autorités provinciales. Et ce sont les efforts des autorités de Chengdu, le gouverneur général, les chefs de l'administration provinciale, les responsables des nouveaux bureaux chargés de superviser la modernisation, ce sont leurs efforts pour veiller à ce que les choses changent effectivement. Mais si l'autobiographie de Liu Duanfen évoque bien tout cela, et nous en avons déjà vu des exemples, et nous allons en voir d'autres, c'est inévitablement en pointillé, au fil de ses expériences quotidiennes. Encore une fois, on part d'un journal et tout est daté au jour près, et vu du terrain. Ou pour le dire autrement, Liu Duanfen fait allusion aux réformes au fur et à mesure des problèmes qu'il rencontre dans les diverses fonctions auxquelles il a été assigné. Le texte est laconique, factuel et en effet très allusif. Après tout, Liu l'a rédigé à peine 5 ans après les événements dont il parle, et pour ses lecteurs à l'époque, ou même en 1921, quand le texte a été finalement imprimé, tout cela, c'était de l'actualité récente. Liu Duanfen laisse parfois passer des sentiments personnels, sinon vraiment des émotions. Il manifeste sa satisfaction et même sa fierté après telle réalisation, ou après s'être tiré à son avantage de tel incident, etc., etc. Mais ça ne va jamais très loin, et en tout état de cause, il n'exprime pas vraiment d'opinion, et encore moins de passion, en réaction à ce qui se passe, alors qu'il se passe beaucoup de choses, et très graves, qu'on est dans le conflit quotidien, et qu'à la fin, c'est la révolution, comme nous l'avons vu. De même, n'explicite-t-il pour ainsi dire jamais le contexte politique et institutionnel des événements ou des développements dont il parle. Encore une fois, c'était de l'actualité récente et tout le monde était au courant. Alors que pour nous, les informations que contient le texte sont comme suspendues en l'air et ne sont pas toujours faciles à interpréter et à comprendre, en dépit de leur intérêt manifeste. Et j'ajouterai que les transformations de l'environnement matériel et quotidien qui ont commencé à se produire pendant cette période, et pas seulement dans les grandes villes, restent quasi invisibles dans le texte de Liu Duanfen. Et il en va d'ailleurs de même, à une seule exception près, que je mentionnerai en son temps, il en va d'ailleurs de même de la présence des commerçants, des diplomates et des missionnaires étrangers, occidentaux ou japonais, qui étaient pourtant cette présence bien réelle. Il me semble du coup nécessaire, avant de pousser plus avant, de vous donner justement un peu plus de contexte, et en l'occurrence de contexte sichuanais, par opposition à l'histoire générale des 60 dernières années des Qing que j'ai proposé dans mes premiers exposés. Le Sichuan est après tout un environnement très spécial, à une multitude de points de vue, ne serait-ce que géographiquement, et là les cartes sont en train d'arriver, ne serait-ce que géographiquement, et là il suffira de vous rappeler quelques généralités connues de tous, qui devraient être connues de tous. Le Sichuan n'est pas seulement une province, il constitue par lui-même une région naturelle bien délimitée, une macro-région, pour reprendre le terme popularisé par William Skinner dans son modèle très connu et extrêmement influent de découpage territorial de la Chine, de l'Empire, de la Chine propre. Et là, justement, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la carte qui se trouve, la carte inférieure, qui est extraite justement d'un... vous avez bien les cartes hein, au dos de la feuille, oui. Qui est extraite d'un article de Skinner portant sur la population de... Il en manque portant sur la population du Sichuan, enfin au XIXe siècle, et où vous voyez
vous voyez des traits typiquement skinnériens pour les connaisseurs. D'abord, il n'a pas écrit, mais c'était dans la légende de la carte, le nom de cette macro-région qu'il appelle macro-région du Yangtze supérieur, Upper Yangtze Macro-Region, qui est donc ce que vous avez sous les yeux, avec, c'est le modèle skinnérien, un cœur et une périphérie. Et le cœur étant ici marqué en grisé. Et puis ce que vous voyez aussi, ce que les connaisseurs identifient tout de suite, c'est autour les noms des macro-régions voisines, les noms que leur a donné Skinner, donc le moyen Yangtze, et au sud le Yungue, c'est-à-dire toute la région du Yunnan et du Guizhou, ces régions montagneuses qu'il appelle macro-régions, bien que ce soit en fait beaucoup plus compliqué que ça, mais peu importe. En fait, pendant de longues années, ça a été un peu un sport chez les spécialistes de la Chine d'essayer de mettre en défaut le modèle de Skinner. J'ai assisté moi-même, il y a très longtemps, à un colloque où c'était ça le sport, et il était là. Et j'ai bien connu Bill Skinner, mais ce n'était pas le genre de bonhomme qu'il fallait affronter directement et sans être très sûr de soi. Mais probablement c'était un anthropologue à la base, très peu de personnages ont créé des modèles qui ont eu autant d'influence et qui continuent d'avoir des tas d'aspects utiles et fonctionnels. Dernier détail, Skinner a en fait son terrain au Sichuan avant d'en être expulsé en 1950 ou 1949 avec tous les étrangers et de se faire confisquer par les autorités toutes ses notes. Donc il a créé son modèle à partir de Sichuan, mais de mémoire. Cela étant dit, on peut décrire le Sichuan comme un immense bassin situé à l'extrême ouest de la Chine propre, adossé au plateau tibétain, encadré de tous les côtés par des massifs montagneux difficiles à franchir, et pour cette raison, communiquant très malaisément avec les provinces de l'intérieur. D'un côté, vers le nord-est, il y a la grande route postale que j'avais déjà mentionnée d'ailleurs, qui relie Chengdu à Xi'an, donc au nord-est, et de là à Pékin, qui comporte des sections assez périlleuses dans la traversée des massifs qui séparent le Sichuan du Shanxi. Quant aux communications avec la Chine centrale et le bas Yangtze, vers l'est, donc, elle tire parti bien sûr de l'artère du Yangtze, mais le passage des célèbres Trois Gorges entre le Sichuan et le Hubei est lui aussi très périlleux et forme en fait une sorte de verrou. Ainsi, à l'époque qui nous occupe, la navigation, donc au tout début du XXe siècle, la navigation à vapeur qui permettait de multiplier les échanges commerciaux venait tout juste d'atteindre Chongqing depuis Laval. La première tentative date de 1898, alors que en fait, Chongqing était un port ouvert, donc avec une présence étrangère, un consul, etc., au commerce étranger, depuis 1891. Cela étant, même s'il n'était pas sans risque, et même si l'escalade des rapides des Trois Gorges était une opération d'une difficulté assez spectaculaire, le trafic des jonques entre le Sichuan et les provinces de Laval était très actif. Et on peut en particulier noter que pendant la plus grande partie du XVIIIe siècle et pendant les premières décennies du XIXe, le Sichuan a été un exportateur massif de céréales par cette voie vers l'est de la Chine et parfois indirectement vers la région de Pékin. Le bassin intérieur du Sichuan est irrigué par le cours supérieur du Yangtze et par ses nombreux affluents qui apparaissent donc sur la carte du haut, cette fois-ci nettement mieux représentés. Enfin, une partie d'entre eux en tout cas. Il faut imaginer de nombreux affluents d'affluents. C'est une province en fait où les communications sont relativement faciles. C'est donc un territoire donc à l'intérieur duquel on circule plutôt bien. C'est en outre un terrain d'une extrême fertilité, bénéficiant d'un climat doux et avec une période végétative exceptionnellement longue, d'au moins 11 mois par an. De ce point de vue, le cœur du bassin rouge, comme on l'appelle parfois, donc c'est vraiment la région grisée dans la carte du bas, le cœur du bassin rouge, qu'on appelle comme ça à cause de la couleur des terrains gréseux qui dominent dans la région, et le bassin de Chengdu à l'est.
Chengdu, dont la productivité, enfin le bassin de Chengdu, dont la productivité est en bonne partie le résultat d'un système d'irrigation extraordinairement ingénieux, commandé par un dispositif de partage et de répartition des eaux du Minjiang en amont de Chengdu. Et ça, sur la carte du haut, on voit bien cette multiplication de bras secondaires en amont de Chengdu. Un dispositif donc qui est très célèbre et qui est appelé le Dutiangyan, qui signifie littéralement la retenue qui commande les eaux du fleuve, s'il faut traduire. Yen est une sorte de barrage, s'il faut traduire littéralement. Donc, un dispositif qui a été conçu et réalisé au milieu du IIIe siècle avant notre ère, peu avant l'unification impériale, et qui a été développé et perfectionné au cours des siècles suivants et qui n'a jamais cessé de fonctionner depuis. Les deux circonscriptions administrées par Liu Duanfen à l'extrême fin des Qing, donc Hanzhou et Tintang, se situent sur la bordure nord-est de la plaine de Chengdu. Et l'autre pôle du bassin rouge, du Sichuan, est Chongqing, plus à l'est, qui sert d'entrepôt et de port de transbordement pour les échanges entre le Sichuan et le Bayangtze. Les deux centres, en fait, Chengdu et Chongqing, étaient traditionnellement rivaux. Chengdu, ville de lettrés et d'administrateurs, avec une longue tradition de raffinement culturel, regardait de haut les marchands et les banquiers de Chongqing, et ces derniers considéraient les habitants de Chengdu comme des snobs et des parasites. Mais le pouvoir politique était à Chengdu. En raison même de son isolement, le Sichuan a de tout temps été une terre de refuge. Le réfugié le plus célèbre dans l'histoire et la légende est sans aucun conteste l'empereur Xuanzong des Tang, au 8e siècle, qui a été chassé de sa capitale, Chang'an, donc correspondant à Xi'an aujourd'hui, qui avait été chassé de sa capitale en 756 par la rébellion d'un puissant général des marches nommé Han Lushan, et qui s'était réfugié à Chengdu jusqu'à ce que les armées des Tang reprennent Chang'an. Et soit dit en passant, bien plus près de nous et de façon intéressante, un autre célèbre réfugié impérial aurait très bien pu faire la route depuis Xi'an jusqu'à Chengdu, ou plutôt deux autres réfugiés impériaux. En tout cas, c'est une hypothèse dont la possibilité a été brièvement envisagée. Et je veux bien sûr parler de l'empereur Guangxu et de l'impératrice douairière Cixi. Nous avions vu que, après avoir abandonné leur propre capitale, donc Pékin, en 1900, au moment de l'incident des Boxers, Cixi et Guangxu s'étaient réfugiés à Xi'an avec leur cour et leur gouvernement. De ce fait, les autorités de Chengdu, donc au sud du Shanxi, au sud-ouest, se sont retrouvées en première ligne pour soutenir matériellement et militairement le gouvernement exilé à Xi'an, malgré d'assez grandes difficultés de communication, comme je viens de le dire. Et non seulement cela, mais les autorités de Chengdu ont dû se préparer à l'éventualité d'avoir à accueillir la cour dans l'hypothèse qui ne pouvait être exclue, au moins au début, où les puissances décideraient de poursuivre leur offensive et tenteraient de s'emparer de la capitale du Shanxi. Elles n'en avaient en fait aucunement l'intention, comme je l'avais mentionné au moment où j'ai évoqué ces événements. Mais c'était absolument dans les hypothèses que du côté chinois, on ne pouvait pas ne pas envisager. S.A.M. Adshead, je l'appelle S.A.M. parce que nulle part dans ses ouvrages et ses articles son nom n'est épelé, c'est toujours ses initiales. Donc Adshead, l'auteur d'un ouvrage dont je vais tout de suite reparler, dont la référence est sur la feuille, n'hésite pas à dire que si tel avait été le cas, donc si la cour avait été obligée de fuir Xi'an vers Chengdu, le Sichuan aurait pu devenir une base de résistance chinoise contre l'envahisseur dès 1900, et non pas seulement en 1938. Par quoi il fait bien sûr allusion au repli du gouvernement nationaliste à Chongqing pendant la guerre avec le Japon entre 1938 et 1945, ou même 1946 en fait. Je crois que le gouvernement nationaliste n'a regagné Nankin qu'en 1946. Outre que le Sichuan a souvent été une terre de refuge, son histoire révèle également une forte tradition d'indépendance. Un dicton affirme à peu près que lorsque l'Empire est encore en paix, le Sichuan est la première province à se révolter.
Lorsque l'Empire est réunifié, le Sichuan continue de résister. En chinois, Tianxia Wei Luan, Shu Xianluan. Tianxia Yi Ding, Shu Wei Ding. Et c'est un fait que plusieurs régimes indépendants, avec une forte individualité culturelle, ont prospéré au Sichuan pendant les périodes de division politique. Déjà dans l'Antiquité, à l'époque des royaumes combattants, jusqu'au jour où les deux royaumes de Shu et de Ba, qui correspondent en fait aux sites plus ou moins de Chengdu et de Chongqing, ces deux royaumes donc, du futur Sichuan ont été conquis par le royaume de Qin à la fin du IVe siècle avant notre ère, ce qui a en fait été la première étape de l'unification impériale accomplie un peu moins d'un siècle plus tard, en 221, moins 221. Puis il y a eu la dynastie des Shu Han, l'un des trois royaumes, eux aussi célèbres dans l'histoire et dans la légende, qui ont recueilli l'héritage de la dynastie des Han au IIIe siècle de notre ère. Et l'on pourrait citer plusieurs autres exemples, jusque peut-être au régime éphémère du rebelle Jiang Xianzhong entre 1644 et 1647, lequel a en fait ruiné la prospérité du Sichuan par les massacres et les exactions auxquels il s'est livré. Et je ne parle pas ici des seigneurs de la guerre du Sichuan dans les années 1920, qui étaient particulièrement rétifs au contrôle du gouvernement central. L'histoire du Sichuan après la transition entre les Ming et les Qing, donc après la disparition de Jiang Xianzhong et de son régime, est marquée par le redémarrage spectaculaire de l'économie, avec pour principal moteur une immigration massive de populations venues des provinces de l'aval. Ces nouveaux arrivants remettent en culture les territoires désertés pendant la transition et ouvrent de nouvelles terres. Par exemple, le terrassement des collines du bassin rouge en rizières escaladant les moindres versants sur toute leur hauteur, qui est un des aspects les plus frappants du paysage sichuanais, date pour une bonne part de cette phase de développement. À tel point que, dès avant le milieu du XVIIIe siècle, le Sichuan était devenu un des greniers à riz de l'Empire et que, pendant quelques décennies, jusqu'à l'orée, disons, du XIXe siècle, il sera même le grenier à riz de l'Empire, dont les céréales irriguent d'une certaine manière à la fois le commerce privé et les greniers publics de tout le Bas-Yangtze et indirectement de la capitale, de Pékin. La population et plus encore les élites du Sichuan, décimées sous la dictature sanglante de Jiang Xianzhong, ont été considérablement renouvelées au cours de ce processus. Mais le fort sentiment identitaire hérité de quelques 2000 ans d'histoire, que je viens ici d'à peine esquisser, sentiment encouragé bien sûr par l'isolement géographique de la province, ce sentiment n'en a pas moins persisté. Et il faut certainement en tenir compte pour comprendre les événements de l'extrême fin des Qing de 1911, auxquels j'ai déjà fait allusion et sur lesquels je reviendrai plus en détail la fois prochaine. Mais il faut aussi tenir compte de la lente dégradation de la situation dans le courant du XIXe siècle. Les problèmes du Sichuan au XIXe siècle, j'en avais déjà parlé, et même assez longuement, lors de mon dernier cours de l'année dernière, lorsque je m'étais intéressé aux pages de l'autobiographie de Jiang Tixing, consacrée aux quelques 2 ans qu'il avait passé dans cette province, enfin au Sichuan, comme juge provincial à la fin des années 1840. Ce que nous donnait à voir Jiang Tixing, c'était une situation passablement chaotique, avec des tensions sociales extrêmes causées par la croissance démographique et la pression sur un territoire ayant atteint les limites de ses possibilités en matière de mise en valeur. Le chiffre officiel de la population du Sichuan dans les années 1840, peut être exagéré, est de presque 45 millions. Donc avec ces tensions sociales, avec l'appauvrissement corrélatif de larges secteurs de la société, avec une population aussi nombreuse que mobile de vagabonds sans terre et sans emploi, prompte à verser dans l'illégalité. Le banditisme est en fait le problème numéro 1 auquel sont confrontés Jiang Tixing et ses collègues, donc toujours à la fin des années 1840, et à cette époque, il a atteint un niveau de violence prédatrice et une ubiquité qu'un certain nombre d'auteurs évoquent dans des termes passablement terrifiants. On a vraiment l'impression d'une société au bord de l'explosion. Ceci, c'était donc juste avant 1850, à la veille des grandes rébellions du milieu du XIXe siècle,
qui n'ont d'ailleurs touché le Sichuan que de façon assez marginale. Ce qui nous concerne plus immédiatement, c'est la situation de la province une cinquantaine d'années plus tard, au tournant du XXe siècle. Et la question est d'avoir au moins une idée du contexte socio-économique dans lequel sont venues s'appliquer les innovations de toute nature décrétées par le pouvoir central pendant la décennie des nouvelles politiques. Donc de connaître la façon dont elles sont venues s'appliquer au Sichuan. De savoir, le problème est également de savoir jusqu'où elles ont effectivement changé la façon dont la province était administrée, de comprendre les rapports entre la société et le pouvoir politique, le fonctionnement de l'économie, et ainsi de suite. Il est clair que sur un territoire aussi vaste que le Sichuan et dans un environnement aussi varié, cet impact n'a pu être que très irrégulier. Et c'est là, bien sûr, qu'un document comme l'autobiographie de Liu Duanfen prend tout son intérêt, puisqu'il nous donne à voir, ou au minimum à apercevoir, ce qu'avaient donné les réformes et les problèmes qu'elles posaient dans un petit nombre de localités bien précises, et en l'occurrence à la fin de la période. Mais pour en revenir à la situation d'ensemble du Sichuan, au Sichuan, par rapport à laquelle ces données localisées prennent sens et qu'en même temps elles nous aident à préciser et à nuancer, pour en revenir à ce qui pourrait être une sorte de bilan général à la veille des nouvelles politiques, nous avons la chance de disposer d'une étude déjà un peu ancienne, demandant peut-être à être renouvelée sur certains points, mais que je trouve tout à fait excellente. Et c'est donc l'ouvrage de Adz-Head auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui date de 1984 et dont le titre suggère au moins en partie le contenu. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une province, le Sichuan, considérée sous l'angle de la politique, et plus précisément de son implication dans la vie politique nationale pendant l'ère des réformes et celle des nouvelles politiques, donc entre 1898 et 1911, et plus précisément encore, considérée sous l'angle du rôle dévolu aux gouverneurs généraux, c'est-à-dire les vice-rois, qui figurent dans le titre de l'ouvrage, qui se sont succédés à Chengdu pendant la période en question. Et c'est cela, en fait, le sujet central du livre. Comment les fonctions, les pouvoirs, les responsabilités du poste de gouverneur général du Sichuan ont évolué, de même que la marge d'initiative qui lui était allouée. Et tout cela en prenant en compte les relations avec la Cour et le positionnement dans le jeu politique au sommet de l'État des personnalités qui ont occupé le poste en question. Il y en a eu 5 en tout, auxquels sont consacrés les chapitres successifs de l'ouvrage. Et au passage, je ne sais pas si je l'avais précisé, malgré tout, normalement, dans le système d'Eqing, les gouverneurs généraux, donc les Zhongdu, avaient sous leur contrôle 2 provinces, parfois 3 même. Mais il y a 2 exceptions, avec un seul gouverneur général, c'est donc le Sichuan, et l'autre exception, c'est la province métropolitaine autour de Pékin. Donc il est Zhongdu, bien qu'il n'ait qu'une seule province, mais immense, sous son pouvoir, enfin sous son administration en tout cas. Très sommairement, Adz-Head illustre à partir de l'exemple du Sichuan la façon dont la période des nouvelles politiques a abouti à un affaiblissement du poids politique des gouverneurs généraux par comparaison avec la période précédente, c'est-à-dire grosso modo la période des rébellions du milieu du XIXe et ensuite de la première modernisation. Alors qu'auparavant une large partie de l'initiative et de l'innovation venait des provinces, en tout cas lorsque leurs gouverneurs étaient de fortes personnalités, et des gens bien connectés, capables d'édifier de véritables bases de pouvoir régional, désormais, c'est le gouvernement central qui prend les initiatives et qui dicte la cadence. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que les gouverneurs généraux du Sichuan, à partir de 1900 ou de 1898, étaient des non-entités ou de simples exécutants. Bien au contraire, ils étaient en permanence obligés de négocier entre les exigences de la Cour et les contraintes locales. Et cet exercice d'équilibrisme requérait beaucoup de créativité et une grande habileté politique, tant dans les relations avec les forces locales que dans celles avec les gens au pouvoir à Pékin. Et à ce dernier point de vue, je dois dire que Adz-Head est particulièrement bon dans son analyse du jeu politique au plus haut niveau, des réseaux de relations et des protections que faisaient jouer les uns et les autres en s'appuyant sur leurs parcours antérieurs, leurs amitiés anciennes, sur leurs origines ethniques qui jouaient un grand rôle dans le système d'Eqing, en fonction même de leur personnalité tout simplement, et ainsi de suite. Et il montre aussi
ce qui ajoute encore à la complexité du tableau. Il montre aussi que pour des raisons diverses, le Sichuan lui-même est passé pendant cette période du statut de province d'appui, en quelque sorte, requise de mobiliser une grande partie de son revenu fiscal au service soit du gouvernement central, soit de régions considérées comme stratégiquement plus importantes, à celui de province stratégique, précisément, dotée par conséquent d'un poids politique accru dans le jeu national. Cela étant, il y a beaucoup d'autres choses dans cet ouvrage, et c'est justement une de ses vertus d'arriver à multiplier les points de vue et les angles d'analyse, et en particulier de réussir à nous donner une image à la fois précise et contrastée du Sichuan en tant qu'environnement physique et socio-économique de ces différentes régions, de la variété des environnements naturels et des activités économiques, des différents milieux sociaux, etc. Et pour y revenir, Alceste commence par nous livrer une sorte d'état des lieux de la province au début de la période qui est le sujet du livre. Et ce qui me frappe dans cette description, et qui resterait sans doute à voir de plus près, c'est qu'elle contraste très fortement avec les sombres considérations de Jiang Tixing et d'autres auteurs qui écrivaient aux alentours de 1850 sur l'appauvrissement de l'économie, la désorganisation sociale, la masse des sans-emploi, la violence et l'insécurité générale, le taux de criminalité le plus élevé de l'Empire et de toutes ces choses qui, donc, à leurs yeux, caractérisaient le Sichuan donc, au milieu du XIXe siècle. Ici, même s'il y a des tensions, il est surtout question de la richesse du Sichuan en ressources naturelles, de la prospérité de son agriculture, de son activité commerciale florissante, de la facilité des communications, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que Adset, qui a réuni un grand nombre de données, invoque volontiers les témoignages des nombreux Occidentaux qui ont exploré la province à la fin des Qing. Le baron von Richthofen, qui était un célèbre géographe allemand, dans les années 1870, la mission commerciale lyonnaise en 1896, et une quantité d'autres, donc qui ont exploré la province ou qui y résidaient comme diplomates, comme commerçants ou comme missionnaires, et qui tous n'avaient pas trop de mots pour célébrer ce qu'ils regardaient comme la province la plus riche de Chine. Soit dit en passant, les étrangers sont virtuellement absents du récit de Liu Duanfen, alors qu'au tournant du XXe siècle, il est manifeste qu'ils étaient présents en nombre, eux et leurs établissements, et pas seulement à Chengdu, où, comme nous l'avons vu, Liu Duanfen a passé environ 1 an et demi. Au reste, et cela aussi Adset le met bien en évidence, au reste, le Sichuan ne pouvait qu'intéresser les Occidentaux, non seulement pour son potentiel économique, mais aussi pour des raisons stratégiques. N'oublions pas en effet que la fin du XIXe siècle et le début du XXe est la grande époque de la rivalité franco-anglaise dans tout l'ouest et le sud-ouest de la Chine, chacun essayant d'avancer ses pions depuis ses bases au-delà des frontières, les Français en Indochine et les Anglais en Inde et en Birmanie, et plus récemment au Tibet, qu'ils sont en train d'essayer de faire passer dans leur sphère d'influence. L'expédition fameuse du colonel Young Husband, qui a réussi à s'emparer de Lhasa, date de 1903 et 1904. Le renversement de la présence sino-mandchoue au Tibet et la sécurisation des massifs montagneux peuplés de tribus tibétophones qui font la transition entre le Tibet et le Sichuan sont un des grands thèmes des premières années du XXe siècle, et le Sichuan et ses gouverneurs généraux sont directement concernés. Quoi qu'il en soit, il faut sans doute faire une sorte de moyenne entre les descriptions négatives du milieu du XIXe siècle et les descriptions admiratives des visiteurs étrangers pendant les décennies suivantes, ou à tout le moins ne pas les prendre systématiquement au pied de la lettre. Il est bien possible que les problèmes massifs d'insécurité, de sous-emploi dont parle Jiang Tixin avec force détail et les difficultés économiques qu'il mentionne aient été partiellement résorbés par la suite, ou alors qu'il n'ait voulu parler que des aspects les plus négatifs de la situation, d'une situation qui n'était pas si terrible que ça après tout, à part la criminalité. Et de la même façon, on a toutes les raisons de penser que beaucoup de problèmes échappaient aux Occidentaux qui ont visité le Sichuan quelques décennies plus tard, ou qui résidaient à Chengdu, à Chongqing ou dans les principales villes de la province. Il est par exemple frappant de voir à quel point Liu Duanfen est obsédé par les problèmes justement de banditisme lorsqu'il se retrouve magistrat pas très loin de Chengdu entre 1909 et 1911. Encore que, il faut le reconnaître, rien de ce dont il fait état ne puisse se comparer avec les brigandages organisés et destructeurs
qu'évoquent avec beaucoup d'insistance les auteurs des années 1840 et 1850. En fait, si l'on en croit l'étude de Hadshead, à la fin du XIXe siècle, il y avait en quelque sorte deux Sichuan, distincts l'un de l'autre, qu'ils distinguent de façon peut-être un peu simplificatrice par l'altitude, au-dessous et au-dessus de 700 mètres. Il y avait d'une part les régions centrales, et en fait on retrouve un peu le modèle de Skinner, il y avait d'une part les régions centrales, les plus prospères et aussi les plus tranquilles, et d'autre part les périphéries montagneuses, habitées en partie par des populations allogènes, où la situation était beaucoup plus instable et le contrôle des autorités beaucoup moins assuré. Et Hadshead montre de façon précise que les 4 dernières décennies du XIXe siècle, se caractérisent par un renforcement systématique et une modernisation continue des forces armées dépendant du gouvernement provincial, dont la principale raison d'être, d'après lui, était de protéger l'intérieur contre les périphéries. Cet effort de renforcement des défenses locales a inclus, dès la fin des années 1870, la construction d'une fabrique d'armement moderne, le Sichuan Tichizongtu, sous l'égide du gouverneur général Ding Baozhen, lequel a occupé le poste du Sichuan pendant les 10 dernières années de sa vie, donc entre 1876 et 1886. Et Ding Baozhen, soit dit en passant, est un représentant éminent de cette pléiade de hauts fonctionnaires provinciaux dont j'ai déjà souvent parlé, qui avait émergé en combattant les rébellions des années 1850 et 60 et qui avait ensuite présidé aux efforts de reconstruction et de modernisation pendant la trentaine d'années séparant la fin des rébellions de la guerre sino-japonaise en 1894-15. Et comme c'est un autre détail, comme Liu Duanfen, Ding Baozhen était originaire de la province voisine, notoirement sous-développée, du Guizhou. Certes, l'arsenal de Chengdu a souffert des mêmes insuffisances que la plupart des entreprises industrielles de l'époque du mouvement des affaires occidentales, qu'il s'agisse de la qualité inférieure de ses produits, de sa faible productivité ou de sa gestion quelque peu erratique, mais enfin, ça a été l'une des bases de la modernisation du Sichuan. D'une manière plus générale, l'accroissement de l'établissement militaire de la province, y compris pendant la première décennie du XXe siècle, les efforts pour assurer une présence permanente, une présence militaire permanente dans les contreforts orientaux du Tibet, ce qui devait devenir plus tard, donc pas tellement loin, à l'ouest de Chengdu, du bassin de Chengdu, ce qui devait donc devenir plus tard la province du Xikang, tout cela pesait beaucoup dans le budget de la province. Mais ce n'est qu'une seule des nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement provincial a constamment été pressé de trouver de nouvelles ressources fiscales. Il faut aussi compter, et souvent pour des montants supérieurs, nettement supérieurs, il faut aussi compter les aides toujours plus importantes requises pour participer au financement du gouvernement central et à celui d'une multiplicité d'entreprises dans diverses autres provinces. Il faut tenir compte aussi de la participation obligée au paiement de diverses indemnités obtenues par les puissances étrangères, et tout particulièrement de l'indemnité colossale infligée à la Chine après l'épisode des Boxers. Il faut aussi tenir compte du coût des réformes pendant la période des nouvelles politiques, et enfin du financement des projets ferroviaires dont je reparlerai la prochaine fois, même si dans les faits, pas un seul kilomètre de voie ferrée n'a en fin de compte été construit, et d'autres facteurs encore. Hadshead propose sous forme de tableau une sorte de récapitulation des recettes et des dépenses du Sichuan entre 1875 et 1909, avec 4 dates en fait de 1875 à 1909. Et d'après ces calculs, qui sont basés sur les chiffres officiels, et pour cette raison un peu théorique, d'après ces calculs, pendant cette période, le revenu total, aussi bien que les dépenses cumulées de la province, serait passé d'environ 4,5 millions de taels, ou d'onces d'argent si vous voulez, à plus de 18 millions. En un sens, il s'agissait un peu d'un rattrapage, pourrait-on dire, si l'on se souvient que, pour des raisons historiques, et jusqu'au milieu du XIXe siècle au moins, la population du Sichuan était beaucoup moins imposée que celle des autres provinces. Mais ce qu'on observe aussi au niveau des recettes, c'est que, comme partout ailleurs en Chine à la même époque, la structure du revenu fiscal a considérablement changé, au sens où la fiscalité commerciale a acquis une place prépondérante par rapport à l'impôt foncier,
même en tenant compte des multiples surcharges qui se sont ajoutées à ce dernier, à l'impôt foncier, à partir de 1900. Pendant cette même période, donc de recherche désespérée de nouvelles ressources, les deux vaches à lait fiscales au Sichuan étaient d'une part le monopole du sel, qui a été réformé à plusieurs reprises pour le rendre plus rentable du point de vue du gouvernement. N'oublions pas que le Sichuan était un important producteur de sel gemme, enfin les célèbres puits de Zhejiang, et que le sel sichuanais était distribué jusqu'au Guizhou et dans l'est du Hubei. C'était donc une industrie particulièrement importante. Donc c'était une des deux vaches à lait fiscales, et l'autre, c'était l'opium, dont le Sichuan était le producteur numéro 1 en Chine. Encore que la prohibition progressive de l'opium décrétée en 1907, dont je redirai un mot, a posé de sérieux problèmes de réajustement dans les finances du Sichuan. J'ai mentionné tout cela, et vraiment sans vouloir entrer dans les détails, car c'est assez compliqué, j'ai mentionné tout cela parce qu'on trouve dans le texte de Liu Duanfen, mais cette fois-ci au niveau purement local, en fonction des problèmes qu'il rencontrait au jour le jour dans ses fonctions, et de façon très parcellaire, on trouve dans son texte la mention aussi bien des problèmes de financement des nouvelles activités que celle des oppositions suscitées par ces nouvelles taxes et des arbitrages auxquels il devait se livrer à son modeste niveau pour désamorcer les problèmes. Arbitrage qu'il lui fallait ensuite faire accepter par le gouvernement de la province. Mais avant d'en venir là, je voudrais encore dire un mot d'un autre aspect des transformations survenues au Sichuan pendant la période des nouvelles politiques. Un aspect qui est lui aussi en arrière-plan du récit de Liu Duanfen, mais là encore de façon parcellaire et sans que ce soit toujours très concret, même s'il y a quelques exceptions intéressantes sur lesquelles je reviendrai. Je veux parler de l'apparition de nouvelles institutions destinées à donner corps aux nouvelles politiques, s'inspirant plus ou moins fidèlement de modèles occidentaux et japonais, et aussi de certaines nouveautés dans l'environnement matériel dans lequel vivaient les Sichuanais, ou au moins certains d'entre eux. Ceux qui étaient les plus exposés à ces nouveautés et à ces changements dans l'environnement matériel, et de loin, étaient les habitants de Chengdu, la capitale de la province. Et là, de nouveau, nous disposons d'une excellente étude qui nous permet de voir les choses très concrètement, et c'est cette fois-ci celle de Christine Stapleton sur les réformes urbaines à Chengdu, dont je vous ai également donné la référence. Cet ouvrage porte en fait sur 2 épisodes de rénovation urbaine à Chengdu, séparés par une période de laisser-aller. Le premier épisode, nettement plus substantiel, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont donc les nouvelles politiques. Et le second, ce sont les transformations drastiques introduites à Chengdu en 1924 et 1925 par un seigneur de la guerre un peu illuminé nommé Yang Sen, qui voulait se donner une stature d'administrateur en appliquant les programmes d'un mouvement de rénovation de l'administration urbaine qui était très actif en Chine à cette époque. Le personnage central dans la modernisation des institutions et dans l'application des nouvelles politiques à Chengdu, en tout cas dans le livre, et ce personnage dont Christine Stapleton fait un peu son héros, est quelqu'un que Liu Duanfen mentionne à plusieurs reprises dans son texte et que nous avons déjà rencontré, c'est Zhou Shanpei, qui, comme nous l'avions vu la dernière fois, avait envoyé en 1908 Liu Duanfen vérifier dans une quinzaine de sous-préfectures le long du fleuve si la nouvelle réglementation relative au paiement en argent était bien appliquée. Zhou Shanpei, comme je l'avais indiqué donc la dernière fois, avait grandi au Sichuan, où son père avait été d'abord conseiller technique, puis fonctionnaire de plein droit, et c'est là que Liu Duanfen a accompli toute sa carrière jusqu'en 1911. En 1911, dans des circonstances dont je reparlerai, il a été obligé en fait de s'enfuir, et il n'a pas remis les pieds dans cette province qui était sa province natale, sinon natale du moins d'adoption, avant 1949. Donc c'est là qu'il a accompli toute sa carrière jusqu'en 1911, en dehors d'une période de 2 ans à Canton, entre 1903 et 1905, passé au service du gouverneur général qui avait soutenu ses premiers efforts pour doter Chengdu d'une police moderne, un nommé Chen Chunxuan, et qui avait donc été, ce gouverneur général, transféré au Guangdong en 1903
où Zhou Shanpei l'avait suivi. Soit dit en passant, Zhou Shanpei, qui sera extrêmement actif et influent à Chengdu et au Sichuan après son retour en 1905, et il est désormais titulaire d'un brevet d'intendant de circuit, alors qu'avant cela, il n'exerçait que les fonctions informelles de conseiller technique. Donc, Zhou Shanpei, après son retour au Sichuan, qui sera très influent après son retour au Sichuan, qui est un personnage majeur en fait de l'histoire du Chengdu, n'est pas même mentionné dans l'ouvrage de Hadshead, alors qu'il y ait beaucoup question de réformes auxquelles Zhou Shanpei a été étroitement associé. C'est que Hadshead, comme on l'a vu, se concentre sur le rôle des gouverneurs généraux et sur les tractations politiques à haut niveau. Il a tendance à attribuer personnellement à ces gouverneurs généraux tout ce qui a été décidé et tout ce qui a été réalisé de façon, dirais-je, un peu inévitable, et c'est un peu un des défauts structurels de la sinologie, étant donné la nature des sources, puisque c'était les gouverneurs généraux qui faisaient les propositions au trône, qui demandaient les autorisations et qui envoyaient les rapports, même si ce n'était pas eux qui prenaient des initiatives ou qui avaient des idées. Je dis que c'est un peu un défaut structurel de la sinologie parce que les sources historiques conventionnelles passent en quelque sorte par la voie hiérarchique, ce qui fait que d'où cette manie qu'ont beaucoup d'auteurs de dire l'empereur fait ci, décide cela, etc., alors que l'empereur n'est même pas au courant et que tout se passe dans son entourage ou au sein de la bureaucratie. Quoi qu'il en soit, Hadshead a donc une certaine tendance à exagérer le rôle des gouverneurs généraux qui sont son sujet, et il ne discute des responsables de niveau intermédiaire que de façon collective, en tant que groupe spécialisé en quelque sorte. Et là-dessus, il a d'ailleurs des choses intéressantes à dire, puisqu'il montre comment la multiplicité d'institutions nouvelles mises en place sous l'égide des gouverneurs successifs du Sichuan pendant la période des nouvelles politiques, et dans tous les domaines, l'enseignement, les services publics, le commerce, l'industrie, les transports, tout ce que vous voudrez, comment donc cette multiplicité d'institutions dépassait totalement les compétences et les capacités de gestion de la bureaucratie établie, de la bureaucratie en place, et comment par conséquent ces institutions étaient confiées à titre précaire à ce que Hadshead appelle une nouvelle classe de semi-spécialistes surnuméraires, qui étaient recrutés pour leur expertise supposée et en général par relation, donc en dehors des canaux traditionnels, même s'ils occupaient en fin de parcours des postes officiels de l'État, mais des postes surnuméraires justement. Pour Hadshead, c'était là un facteur de confusion dans la chaîne de commande et d'affaiblissement du gouvernement provincial, au moins dans les circonstances qui prévalaient à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, à vrai dire, mais c'est un fait qu'on trouve un peu partout en Chine, à la fin des Qing, des lettrés non titrés, je veux dire qui ne possèdent pas les examens nécessaires pour devenir fonctionnaires par la voie royale, comme on dit, voire même d'anciens marchands, mais qui ont acquis contre argent des rangs dans la hiérarchie bureaucratique, le plus souvent le rang d'intendant de circuit en attente d'affectation, donc de Hobudao, donc des gens qui s'occupent d'entreprises requérant un minimum de technicité dans des domaines qui n'appartenaient pas justement au répertoire traditionnel de la bureaucratie impériale. Hadshead énumère un certain nombre de noms correspondant à ce profil dans le cas du Sichuan, des nouvelles politiques, mais encore une fois, le nom de Zhou Shanpei, qui était pourtant un des personnages, semble-t-il, les plus importants, n'y figure pas. Au moment où nous l'avions rencontré la dernière fois, je veux dire il y a 15 jours, Zhou Shanpei avait effectivement le rang d'intendant de circuit de Tao. Il était administrateur général du bureau des affaires commerciales du Shanhutu, une institution typique des nouvelles politiques, chargée notamment de développer les chambres de commerce locales, après avoir été administrateur général du bureau de la police, donc le Qingshatu. Et un peu après, il occuperait le poste important d'intendant en charge du développement économique. Cette fois-ci, donc, c'est le Tuanyedao, c'est-à-dire du développement économique, c'est en particulier de l'industrialisation. Et puis plusieurs autres postes encore qui lui donnaient juridiction, en principe, sur toute la province dans les domaines concernés. Mais si l'on en croit Christine Stapleton, et pour y revenir, l'objet prioritaire de l'attention de Zhou Shanpei restait la transformation de Chengdu en une cité moderne.
Il avait des modèles pour cela. Comme bien d'autres réformateurs de sa génération, il avait eu, au cours de ses déplacements, l'occasion d'admirer l'organisation, la propreté, la sécurité et les équipements des quelques grandes villes modernes de l'Extrême-Orient de l'époque. Hong Kong, Shanghai, ou en tout cas les concessions de Shanghai, et surtout Tokyo. Zhou Shanpei n'a pas étudié au Japon, comme tant d'autres de sa génération, mais il y a fait 2 voyages d'études, en 1899 et 1901, et il en a ramené de nombreuses idées. Comme le montre longuement Christine Stapleton, l'institution clé pour la réforme urbaine, c'était une police moderne et professionnelle, et cette police, on a commencé à la mettre sur pied dès la fin de 1902, en s'inspirant d'expériences précédentes dans quelques autres villes chinoises, notamment à Changsha, au Hunan, qui avait été à la pointe des réformes dès avant 1900, et surtout en s'inspirant des systèmes en vigueur en Europe et au Japon. Le motif immédiat pour cette entreprise, c'était que certaines régions centrales du Sichuan venaient d'être le théâtre d'une rébellion extrêmement violente, semble-t-il d'inspiration boxer, et que quelques douzaines de fanatiques avaient même réussi à pénétrer jusque dans Chengdu et à se livrer à des démonstrations martiales devant le palais du gouverneur impérial. Celui-ci avait été promptement déchargé de ses fonctions pour son incapacité à maintenir l'ordre, et c'est donc son successeur, Sun Chunxuan, que j'ai déjà mentionné, qui avait repris les choses en main et qui avait entrepris de mettre en place à Chengdu une force de police répondant à des principes entièrement nouveaux au Sichuan. Grâce à ces efforts, dans lesquels Zhou Shanpei avait joué un rôle de premier plan comme conseiller, puisqu'à ce moment-là, il n'avait pas encore le statut de fonctionnaire, mais après 1905, il est devenu directeur en titre du bureau de la police, après son retour en 1905. Grâce à ces efforts, donc, en peu d'années, les rues de Chengdu ont été placées sous la protection d'environ 1200 hommes et officiers, portant des uniformes à l'occidental, armés, soumis à une discipline rigoureuse, bien payés, formés dans des centres d'instruction pour les officiers et pour les hommes du rang, où on leur enseignait une discipline qui s'appelait Tingcha-Jui, donc la doctrine de la police. Stationnés au carrefour, effectuant des patrouilles de jour comme de nuit, et répartis entre une quarantaine de secteurs et de sous-secteurs, équipés chacun de bureaux et de cantonnements. Et tout cet ensemble fonctionnait de façon parfaitement bureaucratique, avec une très abondante paperasserie, tout en travaillant en collaboration avec un réseau de chefs de rue désignés par les voisinages. Donc une organisation très serrée et surtout, et c'est très important, une organisation très généreusement financée par le gouvernement de la province. Chengdu s'est donc trouvé assez vite doté d'une force de police moderne, sinon toujours modèle, car beaucoup de problèmes d'indiscipline ou d'incompétence subsistaient malgré tout. Mais une police dont il semble malgré tout que les habitants de la ville aient grandement apprécié la présence. Christine Stapleton cite aussi quelques témoignages de missionnaires, et alors eux étaient tout à fait enthousiastes. L'objectif formulé dès le départ, en 1903, dans les plans qui avaient été dressés par Zhou Shanpei en personne, c'est à lui qu'on avait demandé de le faire, que ses patrons avaient demandé de le faire, l'objectif formulé au départ, c'était d'étendre progressivement le même système dans le reste du Sichuan, et à terme d'être capable de se passer des institutions traditionnelles de surveillance et de maintien de l'ordre, institutions qui mettaient à contribution la population et qui étaient enracinées dans la société locale, comme les groupes de responsabilité mutuelle bien connus, appelés Baotia, et les milices locales, appelées Tuanlian. Les deux choses, donc les groupes de responsabilité et les milices, qui fonctionnaient un peu en tandem, étant parfois désignés par l'appellation combinée de Tuanbao. Donc un caractère de chaque nom. Donc il s'agissait d'arriver à terme à remplacer et à pouvoir supprimer en fait ces institutions traditionnelles dont la fiabilité et l'efficacité étaient on ne peut plus variables. Cependant, on a commencé à se préoccuper sérieusement d'étendre donc cette doctrine nouvelle de la science policière, en quelque sorte, à l'ensemble du Sichuan. On a commencé à s'en préoccuper sérieusement qu'à partir de 1908. Et là, le témoignage de Liu Duanfen est tout à fait précieux
car depuis son poste d'observation à Hangzhou et ensuite à Jintang, il nous donne à voir la transition pas toujours facile et très loin d'être achevée à la fin de 1911, et même beaucoup plus tard, comme nous verrons, entre les anciens systèmes et une police moderne, professionnalisée, directement contrôlée par les autorités locales. Je reviendrai là-dessus, mais je voudrais rester à Chengdu encore un instant. Comme le montre bien Christine Stapleton, la mise en place de la nouvelle organisation policière de Chengdu, sous la haute protection et avec le soutien financier des autorités provinciales, l'intérêt tout à fait nouveau pour l'amélioration du cadre urbain de la capitale provinciale, que cela démontrait de la part donc, du gouverneur général et des autorités de la province, la satisfaction manifeste des habitants à voir leur ville plus propre et bien plus sûre qu'avant, et enfin le prestige et l'autorité qu'en retiraient les promoteurs de l'opération, tout cela était pour ces derniers, et tout particulièrement pour Zhou Shanpei lui-même, une invitation à voir plus loin, à tirer parti de ce premier succès, puisque c'en était incontestablement un, pour élargir l'intervention de l'État dans la modernisation de Chengdu et pour en faire, en fin de compte, une métropole digne du modèle tokyoïte qui avait tant impressionné Zhou Shanpei lors de ses voyages au Japon. Dans l'immédiat, il ne s'agissait pas tant de remodeler l'espace urbain, et ça, c'est ce que le seigneur de la guerre Yang Sen allait tenter de faire, de façon d'ailleurs assez brutale, en 1924 et 1925. Il s'agissait plutôt de faire de Chengdu une ville civilisée, ordonnée et industrieuse, bien équipée, ouverte au progrès, et tout cela donc sous l'autorité de l'État, comme dans le Japon de Meiji. En fait, on n'est parfois pas très loin du vieil idéal bureaucratique de transformation des mœurs, ou d'amélioration des mœurs, l'expression que tout le monde connaît de Ifon Isu, donc transformer les mœurs et transformer les coutumes, je ne sais pas. Et ce qui était une des missions assignées aux magistrats traditionnels. Et Stapleton, toujours elle, montre que Zhou Shanpei a su habilement naviguer entre ce genre d'idéal moralisant et très traditionnel qui lui valait le soutien des élites justement conservatrices ou traditionnelles de la ville et une vision plus radicalement moderne dans laquelle Chengdu deviendrait une métropole industrielle et culturelle capable de contribuer à l'édification de l'État-nation. Et là, c'était un public en grande partie différent, beaucoup plus progressiste, voire révolutionnaire, qui se sentait concerné, un public dans lequel, d'ailleurs, il faut compter les missionnaires protestants, toujours très actifs dans l'édification d'infrastructures modernes, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les imprimeries, etc., donc influents, et avec qui, semble-t-il, quelqu'un comme Zhou Shanpei entretenait d'assez bonnes relations. En tout cas, il s'intéressait beaucoup à ce qu'ils avaient à lui apprendre. Les programmes auxquels se sont attaqués Zhou Shanpei et les réformistes de Chengdu, qu'ils appartiennent à la bureaucratie ou qu'ils soient issus de la société civile, entre 1906 et 1911, programmes pour lesquels les nouvelles forces de police étaient souvent mobilisées, touchent à ces deux aspects. Il serait trop long de tout énumérer, mais il devrait suffire pour en donner une idée de mentionner le développement très rapide des écoles modernisées et inspirées du système japonais, développement fortement impulsé par l'abolition des examens traditionnels en 1905, bien sûr, dans la mesure où cette abolition changeait complètement les conditions de l'accès aux fonctions publiques, de mentionner aussi le nettoyage des rues, l'installation d'un éclairage public, les efforts pour éliminer la mendicité, en envoyant les gens sans toit ni travail dans des centres de travail et d'apprentissage ou dans des orphelinats, dans le cas des enfants, ou alors en les expulsant purement et simplement vers les faubourgs, ce qui est une technique tout à fait classique, encore utilisée dans les grandes villes aujourd'hui. Les efforts également pour confiner la prostitution dans un quartier réservé, supervisé par la police, ce qui a d'ailleurs suscité de grandes controverses. Et là encore, le modèle était Tokyo. Les efforts pour améliorer l'hygiène publique, pour combattre l'opiomanie. Comme nous l'avons vu, la Cour avait décrété la suppression de l'opium en 1907, et aussi les pieds bandés, et d'autres choses encore. Pendant la période où il a dirigé le bureau du commerce de la province, puis celle où il a été intendant en charge du développement économique, Zhou Shanpei a encore travaillé à développer les activités de la Chambre de commerce de Chengdu, fondée en 1905. Il a créé un enseignement de commerce
du commerce. Il a organisé une série d'expositions industrielles et artisanales à partir de 1906, où on pouvait même manger à l'occidental. Il a aussi fait édifier une sorte de galerie marchande au centre de Chengdu. Il a cherché à développer certaines industries locales à fort potentiel d'exportation, notamment les soieries du Sichuan étant une très, très grande réputation. Et pour toutes ces entreprises, il semble avoir réussi à s'assurer la coopération d'associations de marchands, elles aussi concernées par la modernisation et par le décollage économique de la ville. Je cite tout cela en vrac, et je vous renvoie au livre de Stapleton pour plus de détails, parce que mon sujet n'est pas à proprement parler, bien sûr, le développement et la transformation de Chengdu pendant la période des nouvelles politiques, à laquelle Liu Duanfen a d'ailleurs contribué à son modeste niveau, comme nous l'avions vu lorsque j'avais évoqué la façon dont il avait complètement réorganisé le centre de rééducation des prisonniers par le travail, le Zuifan Siyisuo, dont on lui avait confié la responsabilité pendant quelques 6 mois en 1909. Et c'est Siyisuo, dont l'édification dans toutes les provinces avait été décrétée en 1905, sont une institution tout à fait typique des politiques d'ingénierie sociale, si l'on peut dire, favorisées par les modernisateurs de Chengdu avec l'encouragement de la cour. Mon sujet aujourd'hui, donc, c'est plutôt, aujourd'hui et la prochaine fois, ou une partie de la prochaine fois, c'est plutôt ce qu'on arrive à apercevoir dans le témoignage de Liu Duanfen, de la façon dont les innovations prévues par les nouvelles politiques et largement mises en œuvre dans la capitale du Sichuan, comme on vient de le voir, ont été diffusées hors de Chengdu, justement. Encore fallait-il, pour évaluer les données que fournit Liu Duanfen, avoir une idée un tant soit peu précise du modèle que lui et ses collègues magistrats étaient supposés émuler et généraliser. Et c'est donc ce que j'ai essayé de présenter à l'instant. Tout l'intérêt du témoignage de Liu Duanfen sur les 2 magistratures qu'il a occupées entre la fin 1909 et la fin 1911 tient, me semble-t-il, à la représentation très immédiate et occasionnellement assez vivante qu'il donne de la façon dont les réformes et l'innovation ont été péniblement introduites dans un contexte qui restait encore massivement traditionnel. En fait, une bonne partie des tâches qu'il décrit et des problèmes qu'il rencontre pourraient figurer dans n'importe quel recueil d'écrits ou n'importe quelle autobiographie de fonctionnaires datant du XVIIIe siècle ou du XIXe, d'avant les réformes. Tout ce qu'il dit de ses fonctions judiciaires, par exemple, est on ne peut plus classique. De même d'ailleurs que pour les affaires qu'on lui avait données à traiter lorsqu'il était employé au bureau judiciaire de Chengdu en 1908. Les arbitrages au tribunal, où il faut faire entendre raison aux parties en présence et trouver des compromis, les enquêtes criminelles, y compris les autopsies, dont il dit, comme dans tous les manuels classiques, qu'il faut absolument les superviser soi-même et le plus vite possible, les interrogatoires sur lesquels Liu Duanfen fait des recommandations, elles aussi, on ne peut plus classiques. Tout cela, je l'avais déjà noté, c'est encore la justice traditionnelle des magistrats impériaux. Mieux même, Liu Duanfen explique à un moment, au début de sa magistrature à Tintang, que dans certains cas, l'observation stricte des nouveaux règlements pose plus de problèmes qu'autre chose. Dans ce cas précis, 2 brigands qui ont été capturés dans une localité située à l'autre bout de la sous-préfecture, à plus de 100 km de son tribunal, viennent de lui être livrés par la milice locale pour être interrogés et jugés. Et cela le conduit à émettre quelques considérations sur les problèmes que posent ces transferts de prisonniers. Ces allées et venues coûtent cher, dit-il, encager les prisonniers ou les mettre à la cangue, ce qui était la méthode habituelle et ce qui était, je suppose, la manière la plus sûre de ne pas les laisser s'échapper, est contraire aux nouvelles lois. Et une fois qu'ils ont été livrés au tribunal, les garder pendant une longue période pour interrogatoire n'est pas non plus considéré comme souhaitable. Toujours les nouvelles lois. Que faire alors ? Si l'on se contente de leur administrer une bastonnade et de les relâcher sans délai, alors les miliciens qui les ont arrêtés, qui ont fait tout le trajet pour les amener au tribunal, vont clamer que le magistrat est laxiste avec les criminels, que du coup ceux-ci ne vont plus avoir peur de rien et que ça ne pourra qu'encourager la multiplication des incidents dans leur localité aux miliciens. Liu Duanfen décide donc qu'il vaut mieux faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire procéder à un interrogatoire serré des criminels et les garder en prison aussi longtemps qu'il faudra. Et une fois que le délai autorisé pour les juger
est écoulé, les confier à nouveau aux miliciens pour qu'ils les ramènent chez eux sous escorte. Ainsi, dit-il, les malfaiteurs sauront-ils craindre la loi. Et Liu Duanfen conclut, procéder de la sorte n'est pas une violation si grave que cela des nouvelles lois, après tout. Autrement dit, les nouvelles règles de procédure criminelle, qui cherchent apparemment à humaniser la condition des malfaiteurs arrêtés, et qui faisaient partie intégrante des réformes juridiques édictées sous les nouvelles politiques, dont l'un des principaux objectifs était de rendre la justice chinoise moins cruelle et plus acceptable par les étrangers. Ces nouvelles règles, donc, sont un embarras plus qu'autre chose. Mieux vaut les ignorer plutôt que de mécontenter ceux qui sont chargés localement de maintenir l'ordre et d'acquérir soi-même une réputation de magistrat mou sur le crime. Mais il y a quelques inflexions malgré tout dans le texte ou dans les propos de Liu Duanfen. J'avais noté la dernière fois que la mise en place d'une hiérarchie de tribunaux indépendants dans toutes les juridictions de l'Empire qui avait été ordonnée par la Cour à la fin de 1906 était à peine entamée à la veille de la Révolution de 1911 et qu'à Hangzhou ou à Qinghai, en tout cas, il n'en était pas question. Cette réforme importante était d'ailleurs susceptible de rencontrer la résistance des magistrats locaux dans la mesure où elle les privait d'une de leurs fonctions essentielles, fondatrices en quelque sorte, rendre la justice, et en outre, même si on ne le disait pas, elle les privait d'une de leurs fonctions réputées les plus lucratives, aussi bien pour eux que pour leur personnel. Quoi qu'il en soit, il n'y a donc pas de nouvelle cour de justice à Qinghai et à Hangzhou, pendant que Liu Duanfen y est magistrat, mais il y a malgré tout une innovation intéressante, et celle-ci fait partie de la mise en place des institutions dites d'autonomie locale, ou difangzizhi, ou d'autogouvernement local, comme on les appelle aussi. À l'extrême fin de la période qui nous occupe, et faisant partie intégrante en fait du programme constitutionnel, institution donc d'autonomie locale qui conférait effectivement aux habitants un certain droit d'intervention dans les affaires locales sans être systématiquement dépendant du contrôle et des décisions du gouvernement de la sous-préfecture, c'est-à-dire du magistrat. Comme l'explique Liu Duanfen, la sous-préfecture de Qinghai a été découpée en 9 zones d'autonomie locale, 8 correspondant à des villes ou à des bourgades, des zhen, autrement dit des agglomérations urbaines plus ou moins grandes, mais sans statut administratif ni fonctionnaire, souvent des marchés, donc 8 dans des zhen et une dans une zone rurale, dans un xiang. Le prédécesseur de Liu avait déjà mis en place les institutions correspondantes dans 3 villes et lui-même a donc mené à bien l'opération pour le reste. Chacune des 9 zones d'autonomie rurale a désormais d'autonomie locale a désormais son bureau d'autonomie locale, son Zizhi Gongsuo. Les membres et le président de l'Assemblée de la sous-préfecture de Xianhui, qui était l'une des institutions importantes du système d'autonomie locale et qui modifiait notablement les règles du jeu politique local. Donc les membres et le président de l'Assemblée sous-préfectorale ont été désignés, Liu Duanfen les a approuvés, tout est bouclé et il a fait son rapport. Or, l'un de ces bureaux d'autonomie locale de Qinghai, enfin dans une des villes de Qinghai, lui a adressé une requête dans laquelle il est proposé d'installer près de l'entrée des locaux de ce bureau ce qu'on pourrait appeler un bureau d'arbitrage. Le terme est Tiangli Gongsuo. Tiangli signifiant littéralement discuter, faire entendre raison, quelque chose comme ça. Donc disons un bureau d'arbitrage, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit, où opérerait alors là je ne sais pas très bien comment traduire, un évaluateur, ce qui en tout cas c'est une manière de traduire un Pingyi Yuan, donc un personnage qui est Pingyi, qui discute là aussi, lequel évaluateur informerait en permanence le magistrat de ses activités au moyen d'un registre tournant, d'un Xunhuanbu, vieille technique bureaucratique chinoise qui consistait à échanger des registres entre 2 niveaux de la hiérarchie afin d'être sûr que rien n'échappait aux autorités supérieures. En fait, il s'agit, comme il est clairement indiqué dans cette partie du texte, il s'agit d'une sorte de tribunal d'arbitrage local, ou si vous voulez de justice de paix de proximité, où les gens pourraient venir soumettre leurs conflits en échange d'une très modeste contribution, est-il dit, se montant à 200 sapèques.
donc 200 pièces de cuivre. Liu commence par penser que, en fait, ce serait beaucoup mieux de décourager les gens d'aller en justice, ce qui est une des, disons, préoccupations classiques des magistrats, de la Chine impériale. Mais dans un second temps, il se ravise et il admet que le système proposé permettrait d'éviter aux pauvres d'avoir à renoncer à faire arbitrer leurs disputes à cause de la distance à couvrir et des dépenses à encourir pour soumettre leurs affaires au tribunal de la sous-préfecture. Il décide donc d'encourager finalement la mise en place de ce qu'il appelle des bureaux détachés d'arbitrage. C'est ainsi que je traduis Jiangli Fensuo, partout dans les zones d'autonomie locale, y compris dans les villages, dans les bao et dans les tia, partout où il y a un sanctuaire qu'on peut affecter à cet usage. Et n'oublions pas que les réformes de la fin des Qing et du début de la République ont considérablement essayé de récupérer, comment dire, le capital immobilier des religions établies, du taoïsme et du bouddhisme, pour en faire des locaux utiles, disons, des écoles, etc. Et ici, donc, des tribunaux locaux. En d'autres termes, Liu Duanfen accepte dans ce cas de se défaire d'une partie de ses prérogatives de juge, en fait d'une partie qui occupait considérablement les magistrats, à savoir les plaintes sans implication légale pardon, et sans conséquences judiciaires, dont ils étaient littéralement assaillis par des justiciables incapables de résoudre leurs conflits sans faire appel à l'autorité de l'État. Ces gens que j'ai appelés des évaluateurs, les Pingyuan, dont il est question, dont on peut supposer que c'était des notables locaux choisis d'une manière ou d'une autre par leurs concitoyens, n'ont pas de statut officiel, en dehors du fait qu'ils fonctionnent dans le cadre des institutions d'autonomie locale, édictées donc par la dynastie, et qu'ils rendent compte aux magistrats. Mais justement, ce seul fait leur confère une autorité permettant de faire l'économie du recours à la justice régulière. Ce que nous décrit là Liu Duanfen, c'est une sorte de décentralisation de la justice de paix, dirais-je, ce qu'exprime d'ailleurs très bien le terme décentralisation, le terme Fensuo, une branche en quelque sorte, Fensuo. Cela étant, Liu Duanfen exprime aussi certaines réserves sur les effets de l'autonomie locale, pour des raisons qui ne me sont d'ailleurs pas tout à fait claires. À la fin de sa magistrature à Hanzhou, il fait une sorte de bilan de son activité judiciaire en donnant le nombre de cas non criminels qu'il a résolus, donc de justice civile, et seuls restent non résolus au moment de son départ, affirme-t-il, 2 ou 3 conflits portant sur des problèmes d'irrigation. Cause classique de procès interminables, comme on peut le constater dans les recueils publiés de jugement. Et justement, Liu note qu'il s'agit d'affaires qui ont été déjà jugées par plusieurs magistrats successifs, mais de manière partiale. Or, il remarque qu'avec les progrès récents de l'autonomie locale, les choses sont devenues plutôt plus difficiles. Tel que je le comprends, en tout cas, ce qu'il déplore, c'est que les institutions locales d'arbitrage dans le cadre de l'autonomie locale, dont il faut croire qu'elles existaient déjà à Hanzhou, sont tributaires de l'influence et du statut social des justiciables. Comme il le dit, si le plaignant est faible et que le défendeur est fort, il n'y a pas moyen de redresser une injustice par la raison, c'est-à-dire en discutant simplement par arbitrage, autrement qu'en obligeant le plaignant à aller porter plainte devant le tribunal de la sous-préfecture. Autrement dit, si je comprends bien toujours, la décentralisation dans ce cas ne fonctionne pas bien. Voilà donc quelques premières données sur les activités de Liu Duanfen comme magistrat à la fin de la période des nouvelles politiques, données qui nous conduisent assez loin de mes propos de tout à l'heure sur Chengdu à la même époque, je l'admets. Mais c'est précisément la distance entre les préoccupations de la capitale de la province et celles de l'arrière-pays rural que je voulais mettre en évidence. En tout cas, nous nous rapprocherons un peu du sujet la prochaine fois en évoquant la mise en place par Liu Duanfen d'un certain nombre d'institutions typiques des nouvelles politiques, une police notamment, dans les localités qui lui avaient été confiées. Et en fin de parcours, nous verrons comment il y a eu une sorte de collision entre les événements survenus à Chengdu pendant les troubles de la fin de 1911 et la situation à laquelle Liu Duanfen était confronté à Jintang. Je vous remercie.